Bonjour, Emmanuel Sinardet. Merci d'être avec nous. Professeur de civilisation latino-américaine, directrice du Centre d'études équatoriennes à l'Université Paris-Nanterre. Vous dites que l'Équateur est dans un continuum de violence qui va crescendo et sans discontinuer. Question de méthode. D'où est partie cette descente aux enfers, sachant que ça n'a pas toujours été le cas? En effet, c'est un événement, c'est une série d'événements qui ont fait prendre conscience à la population que la situation était devenue intenable. Et le moment clé a peut-être été 2016 et les signatures des accords de paix en Colombie, qui ont eu pour effet de déplacer les activités liées au narcotrafic de l'autre côté de la frontière, une frontière extrêmement poreuse, qui est l'Équateur. Il y avait déjà la présence d'activités de blanchiment d'argent, mais enfin, la violence n'était pas visible comme elle l'est actuellement dans les rues, dans l'ensemble du territoire, y compris dans la région amazonienne et dans les Andes. Et puis, des phénomènes, on va dire, de pénétration des activités du narcotrafic dans toutes les instances de l'État, de la base au sommet. Plusieurs scandales ont montré l'implication de responsables, y compris de la police et de l'administration pénitentiaire, dans des affaires de corruption avec des narcotrafiquants. Donc un ensemble d'éléments concourent à expliquer cette situation. Ce qu'on retient déjà de votre première réponse, Emmanuel Sinardet, c'est que la position géographique de l'Équateur ne rend pas la tâche facile au pays. Effectivement, l'Équateur se trouve entre deux pays extrêmement actifs en matière d'exportation de la cocaïne, le Pérou et surtout la Colombie. Et le port de Guayaquil, mais aussi les différents ports sur la côte pacifique, sont devenus désormais des hub, pour le dire de cette façon, du trafic de la cocaïne. Mais désormais, les gangs de narcotrafiquants se sont diversifiés, ont diversifié leurs activités. Il y a de l'extorsion, y compris de petits commerçants dans les villes du pays désormais. Et puis on l'a vu dans le cadre de ces assassinats qui ont été évoqués dans votre reportage de maires de petites villes, des villes liées aux activités minières et notamment d'extraction de l'or. Eh bien, les narcotrafiquants se sont diversifiés dans des activités minières illégales et qui sont extrêmement juteuses financièrement. On peut aussi penser à l'assassinat du candidat Fernando Villavicencio. Que penser de la stratégie du président Daniel Noboa? On va le voir ce soir, au moment du dépouillement des résultats de ce référendum, puisque parmi ces 11 questions qui sont posées aux citoyens équatoriens figure la question de la réforme constitutionnelle qui permettrait aux forces armées de soutenir la police dans certaines opérations. Pour le dire un peu plus brutalement, la présence militaire dans les rues et dans tous les quartiers du pays deviendrait permanente. Et avec la victoire du oui, Noboa aurait donc une marge de manœuvre bien plus grande pour continuer à administrer le pays sur ce mode de la mano dura, la main dure, la main de fer, et pour continuer aussi à garder un certain secret sur des questions de sécurité. Il prend néanmoins un risque politique en misant sur cette consultation populaire, parce que sa popularité a baissé. Ces derniers jours, on l'estime à 57%, alors qu'elle était plutôt, il y a encore un mois et demi, de 80%. Elle reste élevée si on la compare à celle des présidents qui l'ont précédée. Mais il y a une prise de risque de sa part. Est-ce que son histoire personnelle, sa situation familiale ne pèse pas aussi dans ce qui est en jeu en Équateur ? Plus que cette dimension, parce que je crois que les Équatoriens attendent des solutions pratiques et peu importe finalement l'origine sociale et politique du candidat, ce sont certains signes d'effritement de cette union nationale qui avait appuyé Daniel Noboa au moment du décret déclarant le conflit interne contre 22 gangs. C'était le 8 janvier dernier. Et il y a eu l'augmentation de la TVA.
pour financer la lutte contre les narcotrafiquants, et c'est une décision qui a divisé. La situation énergétique catastrophique crée aussi une grande insatisfaction parmi la population, même si Daniel Noboa rend responsable en réalité des technocrates et les gouvernements précédents qui auraient peu anticipé une augmentation de la demande et une modernisation des infrastructures de production d'électricité. Mais on annonce désormais des coupures d'électricité qui iraient jusqu'à 9 heures. Et puis enfin, il y a cet événement beaucoup plus récent, le 5 avril dernier, qui a été l'intrusion des forces armées dans l'ambassade du Mexique à Quito pour arrêter Jorge C'est la Glass. question que je m'apprêtais à vous poser, Emmanuelle Sinardet, pardonnez-moi. Quel impact de cette tension géopolitique récente avec le Mexique, mais pas uniquement le Mexique, mais également d'autres pays comme l'Argentine, par exemple, sur la situation intérieure de l'Équateur? Alors en effet, la condamnation internationale a été unanime, c'est une claire violation de la Convention de Vienne. On a du mal à estimer l'impact en termes de popularité sur la politique intérieure, en tout cas pour le président Noboa, mais il est clair qu'on a vu émerger des critiques, non seulement celles de l'opposition, notamment coréiste, qui est la force politique, on va dire d'opposition la mieux organisée, mais parmi l'opinion publique. Et on voit aussi ses limites dans la militarisation, dans la lutte contre la criminalité, qui est la principale attente aujourd'hui des citoyens. Donc, on peut supposer que Daniel Noboa joue gros aujourd'hui. N'oubliez pas cet horizon du 9 février 2025. Daniel Noboa n'a été élu en réalité que pour un mandat de 18 mois. Pour terminer le mandat de son prédécesseur, Guillermo Lasso, qui avait dissous l'Assemblée et s'était en quelque sorte autodissous comme président. Et il prépare déjà, Daniel Noboa, sa réélection. Et elle va se jouer en partie aujourd'hui. Si le oui l'emporte, il pourra en tout cas se présenter comme l'homme de la situation, capable de répondre aux attentes de la population et donc le possible candidat à sa propre réélection. Merci beaucoup. Merci Emmanuelle Sinardet d'avoir été avec nous, professeure de civilisation latino-américaine et directrice du Centre d'études équatoriennes à l'Université Paris-Nanterre. Merci beaucoup.